Et quand on passe à l'intérieur, alors qu'est-ce que ça raconte à l'intérieur? Ça raconte, encore une fois, ça raconte l'histoire d'Alfa Romeo finalement. Avec vraiment les fondamentaux d'Alfa Romeo, les codes d'Alfa Romeo qu'on retrouve ici notamment, avec cette casquette, avec de jolis bossages, mais superbes, qui finalement conservent les compteurs enchâssés dans des fûts comme sur les plus anciennes Alfa Romeo. Donc il y a un souci de respecter l'histoire de la marque et ça c'est vraiment bien. Voilà, c'est très joli. On retrouve, comme c'est la norme maintenant, une jolie petite tablette. Enfin petite non, elle n'est pas petite, mais en tout cas elle est très élégante. Elle est vraiment suspendue, regardez. Et vous les apercevez. Qu'est-ce qui fait aussi l'âme d'Alfa Romeo? C'est très bête, mais ce sont les palettes de changement de vitesse en aluminium qui nous font imaginer que l'on est au volant d'une grande sportive, avec un cheval cabré par exemple. Donc ça voilà, ça c'est très chouette pour le style d'avoir regardé tout ça. Le volant typique Alfa Romeo, un volant à 3 branches, avec le bouton de démarrage ici sur le volant, comme chez Ferrari. Les petits trous sur le volant qui sont toujours synonymes de sportivité. Les aérateurs ronds, là aussi typiques de la marque. Et puis, évidemment, beaucoup de choses passent par l'écran tactile, mais on a aussi accès à des commandes physiques, un peu sur le modèle de ce qu'on trouve chez Audi. J'aime beaucoup le petit levier de vitesse, qui est relativement classique, mais qui est élégant, qui est joli. Le DNA, qui permet de choisir les différents modes de conduite, ça c'est bien de l'avoir gardé. Et puis des équipements qui ont l'air d'être modernes et à la page, comme le chargeur à induction, évidemment, donc on l'a dit, la tablette, mais aussi les compteurs numériques. Des sièges très jolis, dans l'esprit Alfa Romeo, avec bien sûr le logo sur les appuis-têtes, les surpiqûres, les trous-trous, là encore, moi j'aime bien utiliser les termes techniques, donc là on a beaucoup de trous-trous, ce qui fait très Alfa Romeo. Les matériaux sont en tout cas en apparence de belle facture, les assemblages ont l'air rigoureux. Bon, évidemment, il y a pas mal de plastique rigide dans la partie basse, évidemment, des plastiques qui ont l'air un petit peu fragiles, comme ceux de la console centrale ou ceux qui entourent les poignées de porte. À voir évidemment dans le temps, mais en tout cas, l'ensemble présente bien, il se dégage quelque chose. Et c'est tout ce qu'on attend d'une Alfa Romeo. Et ça montre bien le positionnement premium de la voiture. Voilà. 2 salles, 2 ambiances, puisque, alors là on est vraiment dans l'univers Jeep. On a un volant qui est beaucoup plus grand. L'ambiance à bord est vraiment différente, beaucoup plus anguleuse, plus traditionnelle aussi, avec une tablette tactile évidemment, mais son apparence est complètement différente puisqu'elle est beaucoup plus en hauteur. Ça contribue aussi à l'esprit plus baroudeur du Compass, à l'esprit Jeep. On retrouve plein de petits détails super rigolos dans la Jeep, notamment la Jeep Willys qui est signalée sur la planche de bord, au niveau du coffre également. Des matériaux qui sont moins valorisants à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de noir laqué dans le Compass, donc je ne suis jamais très fan du noir laqué parce que c'est salissant, ça prend la poussière et quand il y en a beaucoup, ça se veut luxueux, mais ça ne l'est pas forcément. Rien que dans le dessin des contreportes, on se rend compte de l'histoire différente que racontent ces deux voitures. Et ça, encore une fois, c'est vraiment à mettre au crédit de la marque d'avoir réussi avec 2 plateformes identiques à faire 2 autos si différentes. Quelques détails amusants en comparant les 2 voitures. J'ai trouvé assez drôle de retrouver les mêmes plastiques. Là encore, on ne retrouve pas les plastiques de la 308 qui se retrouvent absolument partout sur les véhicules Peugeot, Citroën, Opel, etc. Voilà, on les identifie très très clairement quand on monte à bord d'une voiture du groupe Stellantis. Et bien là, ce n'est pas le cas puisque, je le répète, la plateforme est plus ancienne, la conception est plus ancienne et remonte donc à l'époque où la marque n'appartenait pas au groupe Stellantis. Donc du coup, il y a un petit goût d'inédit et c'est pas désagréable. Mais donc c'est amusant de voir que bien sûr, pour faire des économies, les 2 voitures partagent des éléments. Si on parle habitabilité, l'espace à bord est franchement conséquent. On est très bien installé à l'avant, comme je l'ai dit, il y a de l'espace. Si on parle des places arrière, eh bien, on est bien installé, il y a de l'espace. La banquette, étonnamment, a l'air assez plate. Il y a des dessins de maintien, mais sans maintien, c'est assez rigolo. Donc il faut voir en conduite rapide si les gens derrière sont ballottés de toutes parts ou pas. En tout cas, il y a une bonne garde au toit. Ce qui est très réussi également, c'est le volume du coffre, avec près de 500 litres disponibles. Évidemment, une banquette rabattable de tiers 1/3 et une trappe à ski au milieu, ce qui n'est plus si courant. Et aussi un double fond, donc un joli volume. Et si on compare tout ça avec le Compass, ça dit quoi? Parce qu'on va se dire que finalement, intrinsèquement, elle devrait avoir
les mêmes qualités. Le volume du coffre du Compass est moins important. Alors pourquoi allez-vous me dire, vu qu'ils partagent la même plateforme? Eh bien tout simplement, j'avais gardé cette information pour maintenant, c'est que les deux voitures ne font pas du tout la même longueur, puisque on se trouve avec le Tonale, avec une voiture qui fait 4,53 m de long, donc c'est même plus grand qu'un 3008, alors que le Compass se contente de 4,40 m. Et la différence au niveau du volume du coffre se situe là. Mais là encore, l'aménagement est tout à fait réussi, avec une banquette qui se rabat 2 tiers, 1 tiers. Un double fond, pas de trappe à ski ici, mais enfin voilà, une utilisation familiale peut parfaitement s'envisager aussi au volant du Compass. Les passagers, pour leur part, eux, bénéficieront d'un espace à l'arrière tout à fait comparable, même plus important au niveau de la garde au toit. On voit bien que le toit est bombé ici, il y a vraiment un arc de cercle qui se dessine, donc beaucoup plus de place pour la tête. Par contre, pour les jambes, c'est tout à fait comparable. Et étonnamment, la banquette est dessinée davantage. Il y a des petits renforts latéraux qui, sans doute, apportent un léger maintien supplémentaire. Donc c'est plutôt amusant. On aurait imaginé peut-être le dessin de cette banquette pas dans le Compass. Et ben non, ils ont fait le contraire. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais prévu de vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, le format était nouveau. L'idée, c'était vraiment de comparer les deux. Voilà, l'occasion s'est présentée. Et puis après, à vous de vous faire votre propre opinion. Je trouve amusant d'avoir sur une même plateforme deux véhicules si différents et qui racontent en tout cas tous les deux quelque chose. J'espère que nous aurons l'occasion d'en prendre le volant, j'aime ma fouille, prochainement. Je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt. Ciao.